Bonjour et bienvenue sur le canal Delta 7 dans cette émission qui s'appelle Inspiration, donc qui consiste à recevoir pendant une vingtaine, trentaine de minutes une personne qu'on a considérée avec l'équipe de Delta 7 comme inspirante. Donc aujourd'hui, on va recevoir Marine Dandois, qui va nous parler un petit peu de ses inspirations à elle et essayer de nous transmettre sa vision. Donc Marine, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton histoire de vie pour commencer? Oui, bien sûr. Je m'appelle Marine, j'ai 18 ans, je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France à côté de Lyon et j'ai fait un parcours scolaire relativement normal avec un bac S. Petite différence, c'est que j'ai sauté une classe en CM2, mais sinon, parcours scolaire qui s'est bien passé. J'ai fait une évaluation, un bilan pour la douance, donc pour le haut potentiel quand j'avais 8 ans. Pour une raison très simple, c'est que ma sœur l'avait fait au même âge et que je suis une grande fan de ma sœur, donc j'ai voulu faire pareil. Résultat, c'était que j'étais très haut potentiel, mais à l'époque, voilà, moi je l'avais pris comme un jeu. Pour mes parents, c'était pas tant une surprise, donc on n'a pas cherché plus loin. C'est la solitude au collège qui a fait que on a commencé à se poser quelques questions. Après ça, j'ai eu la chance de faire un échange linguistique en Ontario quand j'avais 14 ans, à la fin de mon collège. Et ça a un peu déterminé le cours de ma vie, puisque maintenant, je suis étudiante à HEC Montréal, qui est une école de gestion au Canada. Donc, j'ai fait l'année préparatoire l'année dernière, puis cette année, je suis rentrée dans le programme qui correspond à une école de commerce en France. Oui, merci. Donc, tu es passionné par la neurodiversité et tu participes en fait à un projet autour de la neurodiversité dont tu vas nous parler un petit peu après. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la neurodiversité? Oui, alors là, en fait, c'est compliqué parce que c'est très général comme mot, neurodiversité. Par comparaison, on va dire biodiversité, mais dans biodiversité, on va mettre les reptiliens, les pâquerettes, les humains, ce qui est totalement différent. Pour la neurodiversité, c'est un peu pareil. Ça inclut toutes les variabilités neurologiques. Au début et encore maintenant, on pensait que c'était, enfin, on affiliait beaucoup la neurodiversité à l'autisme. Mais en fait, c'est beaucoup plus large. Il y a l'autisme, oui, mais il y a aussi le haut potentiel, tous les troubles 10, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, Gilles de la Tourette, et aussi certaines maladies mentales, puisque en elles-mêmes, c'est un fonctionnement du cerveau qui est différent. Mais plus largement, la neurodiversité, c'est aussi on va dire, un potentiel qui n'est pas exploité, parce qu'au final, on va pointer du doigt la différence au lieu de lui tenir la main. Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est être reconnu comme différent, mais accepté comme on est. Merci. Alors, du coup, parle-nous peut-être du projet, le fameux projet Univers Neurodivers. Alors, d'où est né ce projet? En quoi ça consiste et quel est son objectif? Oui, alors en fait, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'à HEC Montréal, on a beaucoup de comités étudiants. Et l'un des comités s'appelle Diversité HEC. Donc, notre rôle à nous, c'est d'inclure les personnes qui font partie de minorités visibles ou invisibles. Donc, ça comprend l'orientation sexuelle, la couleur de peau, l'origine ethnique et du coup, la neurodiversité. Et moi, dans ce comité, c'est surtout sur ça que je travaille. Donc, mon rôle, c'est de faire des projets par rapport à ça. Le problème, c'est le Covid. Donc, il a fallu trouver un moyen de faire des projets à distance. Donc, ça se limitait globalement aux vidéos et aux webinars. Moi, j'ai choisi de faire des vidéos. Le but du projet, c'est d'informer principalement parce qu'il y en a certains où on part de la base qu'ils ne connaissent pas. Donc, d'informer, d'expliquer, d'enlever aussi le tabou d'être différent, de dire, bah oui, regarde, lui, il est autiste, mais du coup, dans un groupe, c'est peut-être lui qui va redonner les idées. Lui, il est dyslexique, bah, évite de lui donner des trucs à écrire. Mais par contre, fais-le participer pour les idées parce qu'il est plus créatif. C'est montrer les forces aussi, là où on voit souvent des faiblesses. Et ça s'adresse à tous les étudiants, qu'ils soient concernés ou non par cette neurodiversité, aux professeurs aussi, à certaines questions qu'on a posées aux spécialistes qui s'adressent exclusivement aux professeurs. Comment on gère un élève qui est différent dans sa classe. Mais plus globalement, c'est aussi pour toute la communauté de l'école, toute la communauté étudiante. Merci.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui participe à cette aventure HEC Diversité? Est-ce que les jeunes finalement qui s'impliquent dans ce projet sont eux-mêmes directement concernés par les questions de diversité, de neurodiversité, ou bien ont un proche qui est concerné par les questions de diversité ou de neurodiversité? Ou est-ce que finalement il y a aussi des personnes qui a priori, des jeunes qui a priori ne seraient pas concernés par la neurodiversité ou par la diversité tout simplement et qui vont quand même venir s'impliquer? Bah, non, en fait, souvent, quand on s'implique dans quelque chose, c'est qu'on est touché de proche ou de loin. Là, qui participe vraiment dans l'aventure, on a la responsable santé bien-être du service aux étudiants d'HEC, la responsable équité, diversité, inclusion, le comité diversité HEC en général. Alors, même si globalement, les autres membres du comité sont surtout là en soutien pour donner des idées, pour rectifier les idées. On participe un petit peu tous. Mais globalement, c'est des gens en maîtrise et plus qui sont avec moi dans le projet. Les gens qui participent sont concernés pas par la neurodiversité en elle-même, mais par d'autres types de diversité. Donc, mon président, c'est lui, il se bat beaucoup pour l'orientation sexuelle, par exemple, qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport à ça. Mais au final, on est tous touchés par une diversité différente. Merci. Et alors, quand vous choisissez de faire une émission sur une thématique donnée, comment est-ce que vous y prenez pour déterminer la thématique? Est-ce que c'est un peu le fruit du hasard ou est-ce que c'est parce qu'il y a des personnes justement derrière qui vont pousser des thématiques? Et comment vous recrutez ensuite les témoins des émissions? Parce que ce qui est très intéressant et de très fort justement dans les émissions Univers Neurodivers, et c'est aussi ce qui nous a plu à Canal Delta 7, c'est que vous donnez la parole directement aux personnes qui sont concernées, donc aux usagers du système, aux personnes qui sont touchées par la neurodiversité. Et donc, ça nous semble être une très bonne démarche, puisque c'est celle qu'on a choisie aussi sur le canal. En fait, la thématique de chaque vidéo a été décidée dès le début du projet. Pourquoi? Parce qu'on voulait une visée générale. Donc, il ne fallait pas des thèmes trop compliqués, il fallait des thèmes qui pouvaient toucher directement la communauté. Donc, une personne douée, ben, on en a souvent dans son entourage. Une personne autiste, c'est possible qu'il y en ait quelques-unes à l'université. Je n'ai pas les chiffres, mais il y en a fort probablement. Par contre, une personne qui agit de la tourette, par exemple, je ne sais pas s'il y en a dans l'université. Moi, je n'ai pas accès à ce genre de liste. Donc, on a fait le choix de mettre les plus probables, on va dire, et on a choisi selon les mois aussi. Par exemple, en octobre, on a mis le TDAH. Pourquoi? Parce qu'en octobre, c'est le mois du TDAH. En janvier, il y a la campagne de sensibilisation pour la santé mentale. Donc, la santé mentale va sortir fin janvier, début février. Donc, il y a une partie de hasard, puis il y a une partie où on a quand même réfléchi. Pour ce qui est des experts, donc pas des jeunes dans les vidéos, des experts, il y a certaines vidéos où je savais exactement qui je voulais et je me suis battue pour avoir ces personnes. Et pour d'autres, je ne savais pas vraiment. Je cherchais un peu sur Internet qui était spécialiste dans le sujet, qui s'y connaissait bien, qui a écrit des thèses. Et j'ai trouvé globalement comme ça. Pour ce qui est des témoins, donc des étudiants, on voulait que ce soit des gens qui ont été à l'université ou qui le sont encore. Et vu qu'à la base, c'était un projet pour HEC Montréal, on voulait, si possible, que ce soit des étudiants d'HEC Montréal. Donc, j'ai fait un appel général en début d'année sur le groupe. J'ai dit, ben voilà, on cherche des personnes concernées par l'autisme, la douance, la dyslexie, le TDAH, problèmes de santé mentale. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses pour certains sujets. Et j'ai essayé de faire une parité filles-garçons pour les vidéos pour montrer que ça touche tout le monde. Et j'ai essayé de faire aussi une parité licence, maîtrise, doctorat pour montrer qu'il y en a dans tous les cycles. Merci et bravo, parce que c'est une belle façon effectivement d'aller chercher des témoignages. On va s'en inspirer nous-mêmes. Alors, comment est-ce que vous communiquez auprès des jeunes qui, eux, n'ont jamais entendu parler de neurodiversité, qui ne sont pas concernés, et comment est-ce qu'ils vont accueillir le projet dans votre expérience? Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme type de réaction? Ça, on ne peut
pas forcément savoir, ça dépend beaucoup de l'éducation, ça dépend beaucoup de la culture, ça dépend aussi, je pense, de la génération au final. Et on essaye de communiquer avec eux par Facebook, par Instagram, par YouTube, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout ça que les jeunes utilisent. On pense que le projet, en tout cas le projet Univers Neurodivers, a plus de succès auprès des personnes un peu plus grandes, plus âgées, donc les gens de maîtrise et plus, comme à partir de 23 ans, parce que avant, c'est pas la priorité des jeunes. Ils sont en train de profiter de leur jeunesse, ils sont encore dans un passage un peu entre l'adolescence et l'âge adulte, et c'est pas un sujet qui est une priorité. C'est pas grave parce que au final, on essaie quand même de leur montrer, on essaie de leur dire, bah regardez lui, plutôt que lui laisser dans son coin en le pointant du doigt en disant regarde, il est tout seul, ben dites-lui de venir avec vous. On essaye de montrer comme ça les petits gestes qui peuvent faire que les personnes un peu différentes puissent être mieux intégrées. Mais malheureusement, auprès des jeunes, on n'arrivera pas, en tout cas des jeunes de mon âge, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à faire beaucoup plus que ça. Merci. Alors, la question aussi, c'est de savoir comment est-ce que vous financez ce projet, parce que c'est de l'imagerie, des médias, de la vidéo. Donc, on le sait à Canal Delta 7, c'est quelque chose qui coûte cher. Comment vous vous en sortez avec une association étudiante comme ça? Eh bien, il n'est pas financé. Voilà, c'est du bénévolat globalement, de la part des experts, des témoins et des membres de Diversité HEC. Donc, il y a une certaine culture le bénévolat est clairement inscrit dans la culture au Canada. En France, ça commence à se développer, mais ça l'est beaucoup moins qu'au Canada. Donc, les experts savent qu'on est une association étudiante et qu'on ne roule pas sur l'or et que si on ne propose pas de financement, bah, c'est qu'on n'en a pas. Mais c'est aussi par choix. J'aurais pu demander un financement. Je sais qu'on me l'aurait accordé, mais j'ai estimé que je préférais le garder pour un projet plus gros dans le futur plutôt qu'un projet où je savais que je pourrais assumer de faire les questions en amont, de faire le montage vidéo après. Je voulais vraiment que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Bravo, hein, c'est vraiment formidable d'entendre des choses comme ça. Alors, je me demandais aussi tout à l'heure, tu disais que donc vous vous intéressiez à la partie visible et aussi à la partie invisible de la neurodiversité. Donc justement, est-ce que ces jeunes neurodivers finalement sont nombreux déjà à l'école, au collège et ensuite accéder à l'université? C'est encore une couche supplémentaire, une marche d'escalier supplémentaire. Est-ce que cette partie justement de jeunes neurodivers invisibles est importante? Est-ce que finalement on passe à côté de tout un panel de neurodiversité dont on n'a même pas conscience quand on est à l'université, qu'on n'est soi-même pas concerné par la neurodiversité? En fait, moins on est haut dans les études, plus il y a de gens concernés par la neurodiversité. Pourquoi? Parce que quand on est petit, l'instruction est obligatoire. Donc, on va plus essayer d'écouter leurs besoins. Il y a des AVS aussi au collège, lycée. Il y a des programmes de formation. Donc, ceux qui n'arrivent pas à suivre, on va les envoyer dans des MFR ou alors dans des programmes de spécialisation avant le lycée. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, on va dire primaire, collège, qui sont concernés par la neurodiversité. Après, ça dépend aussi. Neurodiversité, comme j'ai dit, c'est très, très large. Des dyslexiques à l'université, bah, il y en a pas mal. Des doués, il y en a pas mal. Des TDAH aussi. Par contre, des autistes, on en verra peut-être moins. Par exemple, en France, en 2018, les autistes Asperger, ils correspondaient à 30% de tous les autistes. Donc, ça fait 0,5% de la population. Pourtant, on avait moins de 500 dans les universités. Ça ne fait pas beaucoup, 500, quand on y réfléchit. Au Québec, on essaye d'intégrer de plus en plus, en France aussi, je pense qu'on essaye de plus en plus d'intégrer les neurodiversités. Par exemple, il y a plus de TDAH, il y a 3 fois plus de TDAH en 2020 qu'il y a 5 ans. Et ça, c'est grâce à des départements pour les élèves en situation de handicap qui sont créés. Donc, ils ont droit à du temps supplémentaire, ils vont avoir le droit d'être dans une salle
pour eux, et ça fait que quand même les TDAH, c'est 3% de la population universitaire au Québec. Mais ça reste compliqué parce qu'en fait, les universités, c'est beaucoup plus de l'enseignement de masse que primaire, collège. Voilà, dans une classe, on n'est plus 20, on n'est plus 30, on est 70 minimum, quoi. Donc, il y a certaines neurodiversités, je pense notamment à l'autisme. Un autiste dans une université, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a toujours un cahier qui est en train de bouger, quelque chose qui change de normalement. Et au final, ça va beaucoup dépendre de la capacité de la personne à s'intégrer dans un univers universitaire. Et ça dépend aussi de ce que met l'université en place pour les accueillir. Alors merci, justement, c'est la question suivante, de savoir les enseignants, la communauté enseignante, est-ce qu'eux repèrent facilement les personnes qui sont touchées par la neurodiversité? Est-ce qu'ils arrivent à les soutenir? Est-ce que leur formation est suffisante à ce propos? Est-ce qu'il y a un tabou autour de ce sujet de la neurodiversité et on ferme les yeux et on fait comme s'il n'y avait pas de problème de neurodiversité? Alors, on va parler dans le global. Globalement, ils sont peut-être repérés, ça je ne sais pas. Par contre, ils ne sont clairement pas assez soutenus par la communauté enseignante. Mais finalement, ça s'explique, hein, parce qu'on ne peut pas s'occuper d'un seul enfant quand on en a 40 dans la classe. Ou au primaire, quand on en a 20. Ce n'est pas humainement possible. C'est pour ça qu'il y a des AVS d'ailleurs au primaire collège. Et puis parce qu'on est différent dans les yeux des enfants, mais on est aussi différent dans les yeux des adultes finalement. Pourquoi lui, il ne s'intègre pas? Pourquoi il est tout seul à la récréation en train de chanter sur son banc? Pourquoi les autres, ils sont méchants avec lui? Enfin, on est aussi différent aux yeux des adultes et ils ne savent pas comment réagir parce qu'ils ne sont pas formés en fait pour les enfants qui sont différents. Alors ça, c'est dans le général, il y a des exceptions. Mais on ne leur a pas appris à réagir, on ne leur a pas appris à dire ben, c'est comme ça qu'il faut faire avec un enfant qui est, par exemple, autiste, qui est dyslexique, qui a un TDAH. Enfin, ils ne savent pas faire. Donc, ce n'est pas entièrement de leur faute. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'étais au collège, j'ai eu un grand moment de solitude où j'étais pas aimée des enfants, puis j'étais pas aimée des adultes non plus, parce que j'étais différente dans leurs yeux. Et c'est là qu'on se dit que peut-être que les adultes, quelque chose qu'ils oublient, c'est que les enfants différents, avant d'être différents, c'est des enfants. Et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient une compréhension du monde qui est identique à celle d'une personne de 25 ans. Parce que parfois, ils peuvent paraître très matures, mais en fait, ça reste des enfants de 11-12 ans. Et ça reste que certaines choses, oui, ils vont très bien les comprendre. Et on va dire, c'est super pour ton âge, dis donc. Mais en fait, non. Il y a toujours une compréhension du monde qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Merci. Alors, actuellement, tu es à HEC Montréal, donc au Canada. Et la question tout à l'heure, tu nous disais donc qu'il y avait une culture du bénévolat très forte au Canada. Est-ce que tu ne ressens justement une différence dans la relation d'enseignement dont on vient de parler? Est-ce que pour toi, il y a un impact pour les jeunes neurodivers et peut-être une opportunité particulière au Canada par rapport à la France? En ce qui me concerne, je trouve que oui. Et c'est pour ça, à la base, que moi, je suis partie. C'est parce que j'en avais un petit peu marre de cette grande distance hiérarchique entre le professeur et nous, et qui est culturelle. Hein. La France est une culture hiérarchique. Au Québec, c'est une culture égalitariste. Donc, forcément, la relation avec l'enseignant, elle est différente. Déjà, la plupart de mes enseignants, je les tutoie. Ça paraît rien, mais en fait, ça change beaucoup de choses dans une relation avec quelqu'un qu'on le voit ou qu'on le tutoie. Ils sont aussi très disponibles. Moi, si j'envoie un mail là, dans 10 minutes, j'ai une réponse. Ils sont très ouverts. Ils sont aussi ouverts à discuter, pas forcément du cours, mais d'autres choses. Après, je pense qu'il faut faire la part des choses aussi. Moi, j'ai beaucoup vécu l'année préparatoire plutôt que mon programme de baccalauréat en administration des affaires, parce qu'il y a eu le Covid. Et en année préparatoire, je sais qu'on est très chouchoutés. Ma coordonnatrice de programme, elle était passionnée par la douance et par la neurodiversité en général. Donc forcément, ça aide. Tous les enseignants sont hyper à l'écoute, hyper disponibles parce qu'ils savent qu'on est des petits nouveaux d'un autre pays, qu'on a 17-18 ans et que être à 5000 km de chez soi, c'est peut-être un peu compliqué.
Après, ça reste que cette année, je vois toujours que les profs sont hyper disponibles, toujours ouverts d'esprit. Tu comprends pas le cours, ben, éventuellement, ils vont te proposer de t'appeler en fin de journée pour t'expliquer. Les examens sont cohérents avec ce qu'on fait. On n'a pas l'impression, on n'est pas là pour couler. Le but de l'examen, c'est pas de séparer les bons des pas bons. C'est vraiment que tout le monde soit bon et qu'on ait des meilleurs que d'autres. Mais oui, je pense que là, il y a quand même une grosse différence qui se sent plus que j'arrive à l'expliquer, je pense. Merci. Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'exemple du jeune qui est sur son banc, qui chante tout seul, etc., ou du jeune qui a des problèmes. Alors, justement, les relations entre étudiants, les étudiants sont un peu plus âgés, au collège, c'est peut-être plus difficile, lycée aussi. Au niveau étudiant, une fois que les âges ont évolué un petit peu, quid du cliché du jeune différent, finalement, qui va être à l'écart du groupe? Est-ce que c'est un vrai signal faible ou est-ce que finalement les choses évoluent avec le temps? Ben, déjà, on grandit. Donc, c'est une première étape. On passe de je vais être méchant avec la personne parce qu'il est différent et que je ne comprends pas qu'être méchant, c'est pas bien, à bon, ben, je vais éviter de lui parler parce qu'il est différent et je ne pense pas qu'il va bien s'intégrer. Ce qui est déjà moins pire. Mais ça change, ça ne fait pas tout. Globalement, si la différence se voit socialement, alors oui, on va être un peu mis à l'écart. Mais j'ai des amis dyslexiques, par exemple, cette différence, ça ne les empêche pas de sortir avec des amis, ça les empêche dans un milieu scolaire de faire certaines choses, mais dans un milieu social, pas du tout. Alors que dans la douance et l'autisme, par exemple, il peut y avoir des hypersensibilités au bruit. Donc bah, ça peut empêcher de sortir en boîte de nuit ou dans un bar. Et ça peut être plus difficile socialement et moins difficile scolairement parce que bah, ça se voit. Mais si ça ne se voit pas, normalement, il n'y a pas de problème. Dans le cas où ça se voit, ben, il y a toujours des plans B. On n'arrive pas à sortir en boîte. Bon, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres choses à faire. On peut faire plus de sport. On peut rencontrer des amis dans un autre contexte en prenant un cours, par exemple, de quelque chose qu'on aime. Moi, par exemple, je prends des cours d'italien. Bon, j'ai rencontré des gens dans mon cours d'italien. Je leur parle, c'est mes amis. Je ne vais pas forcément sortir en boîte avec eux, mais ça ne veut pas dire que c'est moi mes amis. Et je pense que c'est ça, c'est aussi savoir se connaître, savoir dire, bah non, moi je sais que je ne peux pas faire ça. Je sais que je ne peux pas aller en boîte. Je sais que je ne peux pas aller dans un bar à 20h30, dans le bar le plus hype de la ville. C'est pas possible. Et c'est de ne pas se forcer, parce qu'au final, ça se voit dans un groupe quand on se force. Merci. Effectivement, on est en pleine période Covid, donc là, pour l'instant, les sorties, c'est un petit peu délicat. Donc, justement, je me suis posé la question pendant cette période Covid, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a une communauté solidaire, en fait, des jeunes neurodivers? Est-ce qu'ils disposent d'outils pour communiquer entre eux? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces, des forums, des solutions pour partager des choses? Peut-être qu'ils se sont développés pendant le Covid, d'ailleurs. Alors, avant même le Covid, il y avait déjà pas mal de groupes Facebook. Alors, il y en a, c'était pour la neurodiversité en général, puis il y en a d'autres, c'était pour une neurodiversité. Il y avait déjà pas mal de groupes Facebook. Il y a aussi pas mal d'associations. Alors, en France, je connais moins parce que je me suis moins penchée sur la question, mais je sais que, par exemple, à Montréal, on a Autisme Montréal pour les personnes qui sont autistes de haut niveau. En fait, pour toutes les personnes, mais les activités, c'est pour les autistes de haut niveau. Voilà, une fois par semaine, je crois qu'ils se retrouvent pour faire, par exemple, un quiz sur Zoom. Ou alors, quand c'était en présentiel, ils allaient dans un bar où il y avait des jeux de société. Donc, au final, ça les rassemble. Ce n'est pas que des jeunes, mais ça les rassemble. Il y a aussi Au Potentiel Québec qui fait des réunions pour jeunes adultes au potentiel. Je pense qu'il y a aussi une association pour la dyslexie et le TDAH. En fait, il y a plein de petites choses qui se font et si on creuse, alors oui, on peut avoir un réseau d'amis neurodivers et on peut communiquer avec eux, ça c'est sûr. Mais il faut chercher, il faut creuser un peu. Merci. Alors, pour information, Delta 7
pris la décision de créer en fait un réseau pour les personnes qui sont neurodivers. Et donc, on va essayer de proposer un outil technique auquel tu pourras d'ailleurs participer si tu le souhaites, pour pouvoir donner un espace, un lieu, un endroit numérique dématérialisé pour échanger avec tous ceux qui sont touchés ou pas par la neurodiversité, mais qui en tout cas sont intéressés par cette question centrale de la neurodiversité chez les jeunes. Quelle est ta vision de l'enseignement inclusif? Est-ce qu'au final, après tout ce qu'on vient de dire, tu as une idée pour essayer d'améliorer les choses que tu voudrais nous partager? Moi, je pense que j'ai une vision de l'enseignement inclusif qui est assez raisonnable, dans le sens où c'est pas complètement une utopie. Il faut savoir qu'il y a l'enseignement inclusif, puis il y a l'école inclusive. Et l'école inclusive, l'enseignement inclusif passe par l'école inclusive. Et pour ça, il faut reconnaître qu'il n'y a pas qu'un seul moule, parce que ça va dépasser. Et il y en a qui ne vont pas rentrer dans le moule. Et on peut pas s'attendre à ce qu'ils rentrent, ça ira pas. Donc l'idée, ce serait de former des enseignants dans la mesure du possible. On ne va pas faire des formations toutes les semaines, mais de former les enseignants pour favoriser la réussite de tous les élèves et pas que ceux qui vont bien scolairement. Aller bien scolairement, ça passe aussi par le comportement de l'élève. Si à toutes les récréations, il est en train de pleurer dans son coin, ça mérite autant de préoccupation que les notes, au final. Ça fait partie de l'école inclusive. Une fois qu'on a ça, on a l'enseignement qui peut être modifié en diversifiant, par exemple, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Parce qu'il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont kinesthésiques, il y a des gens qui sont plus auditifs. Donc, il faut aussi jouer sur ça. Les cartes conceptuelles, par exemple. Moi, j'ai découvert ça à l'université. Si j'avais découvert ça au lycée, ça m'aurait tellement aidé pour mes rédactions. Une carte conceptuelle, c'est rien, mais au final, ça aide à ordonner les idées, à mettre à plat tout ce qu'on a dans la tête qui n'est pas du tout ordonné. C'est une alternative aux notes aussi, parce qu'on nous dit faites des fiches, prenez des notes, mais en fait, une carte conceptuelle, c'est le même principe, sauf que c'est beaucoup plus visuel. Il y a des gens qui parlent, qui enregistrent leurs cours et qui ensuite le réécoutent pour l'apprendre. Donc, c'est aussi de faire connaître toutes ces méthodes-là, en fait, parce que l'idée en arrivant à l'université, c'est quand même de savoir comment on apprend et pas être débordé en arrivant au début de l'université parce que d'un coup, il y a une énorme marche entre le lycée et l'université. Ça passe aussi par les stratégies d'évaluation. On sait que les QCM pour les dyslexiques, c'est absolument horrible parce que souvent, il y a deux questions qui se ressemblent, il y a deux réponses qui se ressemblent avec un mot qui change. Mais pour un dyslexique, c'est juste. C'est pas possible. Enfin, c'est un peu trop. C'est trop. Ça marche pas. Donc, il faut aussi diversifier. Voilà, on ne peut pas avoir juste des QCM tout le temps. L'idée, c'est de pouvoir dire tout le monde, à un moment donné, va trouver sa place et va trouver sa méthode dans le cours. Merci. Alors, c'est vraiment intéressant ton positionnement, ta vision. En France, il faut savoir que le virage inclusif est en marche. C'est vraiment une grosse problématique actuelle de société, puisque ce virage inclusif va remettre en cause tout le paradigme français, puisque les structures associatives se sont créées en après-guerre, dans les années 45, sur la base des familles, en fait, qui ont créé des associations pour justement accueillir leurs enfants touchés par des problématiques de neurodiversité. Et aujourd'hui, on est dans le contraire, on essaye de recréer de l'inclusion, de passer d'un milieu spécialisé, d'un milieu médico-social un peu dédié, on va dire, un peu fermé, vers l'ouverture complète au maximum, hein, puisqu'on essaye aujourd'hui d'aller vers l'inclusion dans les secteurs classiques, dans les filières classiques. Et quand on t'entend parler, on comprend bien qu'il va y avoir tout un débat de société, tout un débat citoyen à ouvrir, avec des questions d'éthique très importantes pour que ce challenge soit réussi. Alors, on terminera cet entretien et je te remercie beaucoup à nouveau pour tous les témoignages que tu nous as apportés. Par cette question un peu spécifique, si tu avais une lampe d'Aladin, quel serait ton premier vœu? Ça, c'est vraiment dur comme question pour quelqu'un qui ne sait pas faire de choix. Non, mais je pense que si j'avais un premier vœu, ce serait que les enfants qui sont un peu différents puissent avoir le droit d'être des enfants, en fait.
et d'avoir une scolarité aussi normale que possible. Parce qu'il y en a trop qui n'ont pas cette chance. Et, et j'ai fait partie des gens qui ont un peu souffert de ça. Un enfant neurodivers, ça reste un enfant. C'est avant tout un enfant. Et du coup, ça passe par la formation des enseignants pour reconnaître et accompagner à leur échelle les élèves différents. On sait que ce n'est pas des psys, on ne leur demande pas d'être psy. On dit chacun son métier. Mais on leur demande de ne pas rendre la scolarité plus difficile qu'elle ne l'est déjà pour ces enfants-là. Et au final, ça va être gagnant-gagnant parce qu'on va avoir des gens super intéressants dans la société qui amènent une vision totalement différente de ce qu'on avait. Et en même temps, ce sera moins difficile pour les enseignants parce qu'ils sauront comment agir. Eh bien, merci Marine. Bravo pour ton engagement. C'est vraiment magnifique de voir à 18 ans déjà tout ce que tu as accompli, tout ce que tu partages avec cette série d'émissions Univers Neurodivers que vous faites à HEC Montréal. En tout cas, Delta 7 sur son canal Delta 7 va rediffuser toute la série. On a commencé déjà à diffuser. On va continuer à diffuser tout ce qui sera produit. C'est vraiment super de donner la parole comme ça aux personnes qui sont touchées par la neurodiversité et à leur environnement. On vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Inspiration avec une autre personnalité inspirante comme Marine. Et en attendant, merci beaucoup et à très bientôt.